2020. Et hier dans la journée, je ne vous ai pas parlé de la confrontation plutôt que du débat ayant eu lieu entre M. Joe Biden, un candidat du Parti démocrate, et M. Donald Trump. J'hésite un peu désormais quand je dis monsieur, représentant du Parti républicain. Pourquoi hésiter à utiliser même le mot monsieur, vu la façon dont ce personnage s'est conduit durant ce supposé débat. Il a complètement débordé le reporter, modérateur de Fox News, pourtant bien disposé à son égard, M. Chris Wallace. Et donc c'était une bagarre entre braillards, l'un plus ou moins, comme l'a fait remarquer l'éditorialiste du Guardian, l'un encore plus ou moins présidentiel, M. Joe Biden, et puis l'autre étant au niveau d'une bagarre, d'une rixe dans un bar ou d'une bagarre dans un back alley, dans une allée, dans une rue sombre et mal fréquentée. Alors oui, bon, on n'était pas. Ce qui était clair, c'est qu'il n'était pas question pour M. Trump d'essayer d'obtenir des électeurs supplémentaires. Il s'en fiche, il l'a dit, le résultat des élections, ça ne l'intéresse pas. Il n'y aura pas de transition, il suffira de se débarrasser, a-t-il dit, des votes par correspondance. Donc c'est ça qu'il va faire, c'est ça qui est prévu. Comme il y a beaucoup plus de démocrates qui votent par correspondance parce qu'ils habitent plutôt des grandes villes, etc., parce qu'ils sont plus prudents vis-à-vis de la Covid-19, les partisans de M. Trump considérant que ça n'existe pas, que c'est un complot du Deep State. Les comptes sont vite faits. Au lendemain de l'élection, ce seront essentiellement des républicains qui auront voté en se rendant aux isoloirs. Et donc, c'est comme ça qu'il l'a prévu. Et donc, il n'y aura pas de transition. Quand il parle de la transition, du transfert de pouvoir, il n'y aura pas de transfert de pouvoir. C'est simple. Mais ça, il l'avait déjà dit avant. J'en ai parlé à ce moment-là. Hier, avant-hier, ce qu'on a surtout retenu, c'est la question de M. Chris Wallace quand il évoque les milices. Les milices suprémacistes blanches, plus ou moins, je dirais, bras armés du Ku Klux Klan, les Patriot Boys, the Proud Boys, pardon, les garçons fiers, les Proud Boys, et qu'il commence par répondre, par rien dire, et puis un petit peu acculé, après avoir botté en touche une ou deux fois, il dit qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis de ne pas bouger, d'être prêt. Bon. Un président des États-Unis qui dit à une milice suprémaciste blanche de ne pas bouger, d'être prêt, même ceux qui n'avaient encore rien entendu jusque-là, et ça quand même, un certain nombre de gens l'ont entendu. Alors, dans la journée d'hier, les commentateurs, sedition, voilà, sédition, être séditieux, etc., on voit apparaître ce mot donc le 30 septembre 2020, on le voit apparaître à propos de M. Trump. Alors, je suis allé voir là, je suis allé faire un peu de recherche pour ma petite vidéo. Quand est-ce que j'ai utilisé pour la première fois le mot de sédition à propos de M. Trump? C'était le 18 août 2020. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, déjà, il y avait eu donc des manifestations de milices suprémacistes blanches à Charlottesville qui protestaient contre le déboulonnage d'une statue d'un général fédéré, donc un général de l'armée qui avait fait de la partie du pays qui avait fait sécession en 1865, si je m'en souviens, et qui étaient donc des partisans de l'esclavage et qui ont perdu cette guerre-là. Mais dans la période des années 70, 1870, etc., on a permis à certains, au sud de retrouver sa fierté. Mais ces statues des généraux fédérés, c'est pas vraiment nécessairement à cette époque-là qu'on l'a remise, à la fin du 19e siècle. Il y en a beaucoup qui ont été érigés dans les années 20 et dans les années 30, qui étaient aussi une des années de confrontation entre les populations aux États-Unis.
Et donc, lors de ces manifestations, voilà, un manifestant avait utilisé sa voiture pour se lancer dans la foule des contre-manifestants et il avait tué la contre-manifestante Heather Heyer. Et moi, j'avais dit à l'époque, Monsieur Trump, vous vous souviendrez, on vous rappellera un jour la mort de Heather Heyer. Et c'était pas plus tard que dans la journée d'hier, où les gens parce que qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé à la suite de Charlottesville? Là, on avait déjà demandé à Trump, voilà, de faire un commentaire. Et là aussi, il avait d'abord botté en touche, et finalement, il avait dit, il y a des gens bien des deux côtés. Bon, et ça avait déjà provoqué des réactions, en particulier dans l'armée. Il y avait au moins une demi-douzaine de généraux qui avaient pris la plume aussitôt sur Twitter en faisant des déclarations à la presse en disant le pays que nous défendons, c'est pas un pays de suprémacistes blancs, c'est pas les États-Unis que nous défendons. Que pensent ces généraux des affirmations en ce moment de M. Trump qui n'a pas l'intention d'abandonner le pouvoir, quel que soit le résultat des élections, et qu'il a une armée prête au moins sous la forme de milices suprémacistes blanches. Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je suppose qu'ils ne sont pas moins courroucés qu'ils n'étaient à l'époque, en 2017. La différence, c'est que la population, elle réagit hier. Les gens commencent à se rendre compte qu'on est à la veille d'un coup d'État du président, disposant bien entendu de pouvoir présidentiel pour assurer son absence de transfert de pouvoir par la suite. Qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas. On ne sait pas. 3 ans entre le fait que moi je prévienne, en employant le mot séditieux, et 3 ans de plus aux Américains qui n'en croient pas leurs oreilles, qui croient pas, ils n'imaginent pas, la plupart n'imaginent pas qu'un coup d'État fascisant, suprémaciste blanc soit possible dans leur pays, et pourtant la réalité, elle est là maintenant devant leurs yeux. Pourquoi 30 à 40% de gens prêts à soutenir Trump? Pourquoi 30 à 40% de gens qui ne sont pas concernés par la manière dont il s'est conduit durant ce débat et qui, au contraire, je suis sûr, ont poussé des cris de joie en le voyant brailler, en disant c'est moi le chef et puis vous fermez vos gueules, etc. Pourquoi 30 à 40% de beaufs je reprends l'expression du regretté Cabu, dans un pays. Je crois que d'une certaine manière, la population blanche, qui est toujours dominante aux États-Unis, a l'impression que le pouvoir lui échappe d'une certaine manière, de différentes manières. Ce qu'on appelle les Asiatiques dans les recensements américains, et c'est un autre mot pour ce qu'on appelait jaune autrefois, parce qu'un Iranien ou une Iranienne n'est pas considéré comme un Asiatique aux États-Unis, il ou elle sont considérés comme des Blancs. Dans les recensements, cette minorité dite asiatique aux États-Unis, c'est maintenant le groupe de la population qui est le plus riche, plus riche que les Blancs. Qu'est-ce qu'ils représentent? Ils représentent de l'ordre de 4% de la population, c'est pas grand-chose. Les autres minorités, qu'est-ce que ça nous dit? Quand on nous dit... La manière dont les recensements américains sont faits, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on commence par faire une division fondée sur la langue, ce qui est vraiment très, très hypocrite, mais enfin bon. On commence par distinguer les hispaniques et les non-hispaniques. Bon, il y a beaucoup de trucs.
Moi, je serais là-bas, je serais considéré comme un blanc non hispanique. Bon, voilà. Alors, première distinction faite. Hispanique, 12% et demi, non hispanique, 87,5. Bon, alors, parmi maintenant, quand on regarde les blancs, alors, parmi les non-hispaniques, ils représentent 69% de la population. Et parmi les hispaniques, ils représentent 47,9% de la population. Bon. Les gens d'origine noire, soit que ce soit des gens qui ont immigré ou leurs grands-parents, leurs parents d'Afrique, soit des gens qui soient venus, je dirais délibérément, volontairement, soit que ce soit des descendants de gens qui sont venus enchaîner à fond de cale parce qu'ils avaient été vendus comme esclaves, ça représente de l'ordre de 14% de la population. Alors, some other. Ça, c'est extraordinaire. Moi, je me posais la question, je me demandais comment est-ce qu'on appelle exactement les Amérindiens qui habitent aux États-Unis et qui sont venus d'Amérique centrale. Voilà, donc ça c'est le grand mouvement, je dirais, la grande migration qui a eu voilà, depuis la fondation des États-Unis. Les peaux rouges, je dirais, les Amérindiens locaux ont été exterminés, mis dans des camps, on appelle des réserves, sont morts de différentes exactions de la part des Blancs ou de maladies. Ils ne représentent pas plus grand-chose dans la population. Mais la population amérindienne d'Amérique centrale est remontée petit à petit pour trouver du travail en général, de manière légale ou non, en traversant la nuit le Rio Grande. Cette population-là, donc, on considère 12,5% d'hispaniques et à l'intérieur de cette population, donc 47,9% de blancs et 42,2% d'Amérindiens à proprement parler. Et comment sont-ils appelés dans le recensement américain des États-Unis? Ils sont appelés some other, quelque chose d'autre. Alors ça, je trouve absolument extraordinaire. Ils représentent donc une partie, la moitié, ils représentent donc au moins 7% de la population des États-Unis. Et il n'y a pas de nom, on ne les appelle pas, on aurait pu les appeler comme on les appelle pour les descendants des Amérindiens qui vivaient dans le pays. On pouvait les appeler Native Americans. Mais Native Americans, ça voudrait dire qu'ils soient nés aux États-Unis, ce qui n'est pas toujours le cas pour les gens qui sont considérés comme hispaniques. Donc voilà. Donc, de l'ordre de 8% de la population aux États-Unis, des gens qui sont clairement des descendants des Aztèques, des Mayas, des Toltecs, qui sont des Nahuatl ou j'oublie certains autres noms, sont appelés some other, quelque chose d'autre. Voilà. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Tout ça veut dire que les populations blanches ne sont pas rassurées. Les électeurs de Trump sont blancs et une part considérable d'entre eux sont des gens qui sont dans l'âme des suprémacistes blancs. Pourquoi est-ce que c'est pas apparu avant? C'est pas apparu avant parce que je dirais parce qu'il y avait des filtres qui empêchaient que des personnages comme Trump ne puissent même accéder je dirais à l'élection présidentielle. Et là, ça n'a pas marché. Là, ça n'a pas marché. Ce personnage est-ce que c'est une influence de la Là, je vais dans le sens de monsieur David Lynch, qui considère, donc, qui a fait ce feuilleton Twin Peaks pour essayer de rendre un petit peu de sens à la télévision, qui considère que la télévision a tué pratiquement le pays. Il est possible qu'il y ait un peu je dirais, de la thèse de David Lynch dans le fait qu'une vedette de la télé-réalité puisse devenir, dont on sait maintenant que les seuls sous qu'elle avait, le seul argent qu'il avait, c'était son salaire de supposé milliardaire professionnel qui n'était pas à la télévision. C'est peut-être un des méfaits de la télévision qu'un personnage de télé-réalité puisse devenir président des États-Unis et puisse se conduire en braillard, et en personnage séditieux, en personnage qui dit très clairement non seulement qu'il ne reconnaîtra pas
le résultat des élections, mais en plus qui nous annonce que des milices de suprémacistes blancs sont ces troupes. Voilà. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ben, rien de très beau, j'en suis convaincu. Et une grande partie des Américains en sont convaincus depuis hier, depuis qu'ils ont vu leur président mener campagne électorale, mais pas vraiment mener campagne électorale, tonitruer et dire vous inquiétez pas, je serai là encore dans 4 ans. Et ce sera pas par les urnes, parce que ce sera par un autre moyen. Voilà, allez, à bientôt.